référencement naturel, de marketing payant en ligne et de marketplace. Et Nicolas, je te laisse te présenter. Merci Alexandre. Donc, je travaille chez PrestaShop et je suis en charge aujourd'hui d'un segment qu'on appelle le mid-market. Concrètement, c'est les PME et les ETI. Donc, les entreprises à la fois qui ont déjà une présence côté e-commerce et les entreprises qui se digitalisent, pour le coup, qui ont un business physique et qui souhaitent évoluer et effectivement aller sur des logiques omnicanales. Donc effectivement, la question était quelle serait une bonne stratégie pour exister en référencement naturel ou payant face à des mastodontes et avec les moyens d'une PME. Comment équilibrer le flux marketplace versus site web en direct. Donc on a commencé à aborder déjà toute la partie SEO. Il y avait un dernier point sur la partie SEO avant que je bascule sur la partie SIA que je souhaitais aborder, c'est notamment l'animation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous avez, comme j'ai pu le dire en préambule, des canaux. Donc, vous avez votre newsletter, donc vous avez votre base existante. Vous avez les réseaux sociaux. Donc, vous pensez aussi à des réseaux sociaux à la fois grand public et professionnel. LinkedIn est un très, très bon réseau social qui est un petit peu cher. On verra après sur la partie display, qui est un peu cher, mais sur lequel vous avez la capacité, pour le coup, de générer pas mal de trafic. Pour le coup, ceux qui sont sur Instagram ou ceux qui ont déjà une communauté, la seule mise en garde que j'aurais à faire, c'est attention à vos ventes parce que pour le coup, vous allez avoir des pics verticaux si vous créez des événements et il faut bien vous assurer que vos sites puissent tenir la charge. On se retrouve des fois avec des sites qui ont des pics de trafic aux alentours de 10 000 à 40 000 visiteurs par minute. Donc, ça veut dire que derrière, quand vous allez structurer votre site, quand vous allez penser hébergement, il faut aussi avoir un site qui est disponible rapidement. Et je rebondis sur la partie hébergement et sur la partie SEO, c'est un point qui est très important. Donc la partie SEO, là, on a évoqué tout le contenu, mais à partir du mois de mai, sans jeu de mots, on a l'intégration dans l'algorithme de Google de ce qu'on appelle les Core Vital Webs. Donc ce sont 3 nouveaux indicateurs qui vont permettre de mesurer la qualité de l'expérience utilisateur sur votre site. Dans ces prérequis, vous allez avoir la rapidité du site. Donc, il y a un point qui est très, 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 très important. Je pense que on est tous pareils, hein, quand on est face à son téléphone portable ou face à son PC et qu'on doit attendre 2 secondes, 3 secondes avant d'avoir une home qui s'affiche, concrètement, on part. Et c'est le cas, en fait, les études Google montrent qu'au-delà de 3 secondes de temps de téléchargement, vous perdez 53% de votre visitorat. Donc, pensez bien, effectivement, à avoir un temps de chargement très bas. Ce temps de chargement bas, en fait, va bénéficier également à votre SEO et à votre référencement Google qui, pour le coup, va allouer plus de temps au bot pour scanner votre site. Et derrière, parce que vous aurez des taux de rebond, donc des gens qui vont sortir dès qu'ils arrivent en fait sur la homepage, donc qui sera plus réduit, forcément votre ranking sera de meilleure qualité. Est-ce que vous avez des questions sur la partie SEO ou vous souhaitez qu'on aborde maintenant la partie SIA? Donc SIA, comme le dit Alexandre, Search Engine Advertising. C'est référencement sur Google et sur aussi d'autres canaux. Je vous laisse mettre un commentaire dans le chat pour me dire si on avance sur la partie SEO ou si vous souhaitez avancer, vous restez sur la partie SEO. Je propose, Nicolas, que tu avances sur la partie SIA, quitte à ce qu'on revienne sur le SEO plus tard, parce que j'imagine qu'il y aura peut-être des questions supplémentaires parmi les participants qui sont là aujourd'hui. Ok, super. Merci pour les traductions. Eh bien, écoutez, de rien. Donc, sur la partie SIA, donc l'idée, c'est effectivement de construire des campagnes de search qui sont spécifiques autour de vos thématiques, donc bien précises et de bien cibler une audience qui est moins large mais plus pertinente. Donc, ça ne sert absolument à rien de faire du volume, privilégier avant tout la valeur. Donc, avant tout des mots-clés très, très spécifiques et soyez bons sur ces mots-clés parce que c'est comme ça, au fur et à mesure, que vous allez pouvoir avoir des campagnes qui sont rentables. Donc, envisagez les campagnes de display, en fait, pour créer avant tout, en fait, une première brique, une première étape, ce qu'on va appeler donc de l'awareness, désolé pour l'anglicisme, mais c'est vraiment de la prise de conscience, dire que voilà, vous existez sur ce marché
Et une fois que la personne est venue sur votre site, de penser aussi en termes de remarketing. Donc, comment vous êtes en capacité derrière de retargeter, donc d'aller chercher à nouveau la personne qui a été sur votre site. Donc, c'est typiquement des sociétés comme Criteo ou Google qui proposent ce type de solution pour, vous l'avez vu, hein, vous, au travers de vos différentes navigations, vous allez sur un site, quelques sites plus tard, vous voyez un bandeau avec le nom du site et les différents produits qu'il propose. Voilà, il y a différents interlocuteurs sur le sujet. Un point qui peut être aussi intéressant, c'est dans le cas d'événements, vous pouvez aussi, ou de tests, envisager des campagnes qui sont ponctuelles. Et ce côté ponctuel, vous pouvez le faire soit sur des canaux traditionnels type Google, mais aussi sur les canaux réseaux sociaux. À nouveau, les réseaux sociaux, on n'y pense pas assez, mais c'est vraiment une cible très intéressante et les algorithmes de Facebook sont assez puissants. Donc, essayez pas de les retourner à votre avantage. Ils fonctionnent très, très bien. Il faut juste leur donner assez de matière pour qu'ils puissent faire leur travail. Et vous allez voir, on peut se retrouver même dans des logiques de recrutement B2B avec des campagnes sur Facebook qui sont très intéressantes. Et un dernier point, c'est bien entendu, on parlait auparavant du SEO, c'est un alignement donc SEO-SIA. L'idée, c'est vraiment d'avoir le SIA qui est complémentaire. Donc, ça ne sert à rien, effectivement, d'avoir deux typologies de campagnes qui n'ont absolument rien à voir. L'idée, c'est vraiment d'avoir un tout dynamique et cohérent. Sur les marketplaces, ce que je peux vous dire, c'est que il faut faire attention en termes d'équilibre à ce que vous n'ayez pas un déséquilibre entre le poids de la marketplace, une trop forte dépendance entre le poids de la marketplace et vos différents canaux. Ce qu'on estime aujourd'hui chez PrestaShop comme un ratio assez sain, c'est jusqu'à 20% de votre chiffre d'affaires. Au-delà, très clairement, il y a des choses qui peuvent être reconsidérées. Et là-dessus, à nouveau, vous avez la possibilité de faire un peu de SEO sur les fiches produits, faire du SIA. Point important, ne faites pas de copier-coller. C'est-à-dire que vous avez des fiches produits sur votre site, ne prenez pas ce contenu-là et ne le dupliquez pas sur les places de marché. Ça risque de vous porter fortement préjudice. Donc, si je devais être succinct et résumer ça à 4 précaux, ça serait quoi? Ça serait investir avant tout dans la qualité de ses fiches produits, dans son site, dans l'expérience au sens large. Donc, on l'a vu à la fois la rapidité, ça peut être aussi le thème, ça peut être un parcours client assez simple, rapide. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que vous maîtrisez votre sujet, que vous êtes un expert avec votre site et que vous offrez en fait toutes les conditions nécessaires pour un achat agréable. Pensez surtout aux avis clients. La réassurance, c'est un point qui est clé. Google a revu aussi la gestion des avis avec Google My Business. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Vous avez des solutions qui sont spécialisées sur cette partie-là, Trusted Shop notamment, ou Avis Vérifié. Pensez surtout à la fidélisation. Là, on parle beaucoup acquisition, mais l'acquisition, au bout d'un moment, ça commence à vous coûter cher. Il ne faut pas que ce soit un panier percé. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Donc, il faut penser à l'animation de votre base, au fait d'envoyer des newsletters, de comprendre aussi, tout simplement, qu'est-ce qui fait que les gens reviennent sur votre site. Donc, n'hésitez pas à passer des coups de fil justement à certains clients pour comprendre qu'est-ce qui a déclenché et à contrario à d'autres clients, ceux qui n'ont pas recommandé, pour comprendre quels ont été les points de blocage. Et puis, bien entendu, il y a des petites choses qui peuvent être faites côté place de marché. Si vous envoyez en direct, bon, vous pouvez glisser des mots avec le nom du site ou un petit coupon à retourner, un petit coupon promo, ce genre de choses-là. Faut faire très attention, mais c'est des choses qui peuvent être possibles. Voilà. Et je vois qu'il est déjà 26, donc je vais passer la main à Alexandre sur les autres questions. Alors du coup, il y a une question de Pascal Thibault. Justement, qu'est-ce qui différencie PrestaShop de Shopify, par exemple? Quels sont vos points forts différenciants? Je ne sais pas si Nicolas, ça vous inspire. Alors, notamment sur la structuration des URL, vous allez en fait avoir des URL qui sont des URL anglo-saxonnes sur Shopify et pas des URL françaises. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir nom du site /product et pas produit. Donc, il peut y avoir comme ça ça peut vous pénaliser à ce niveau-là. Après, sur la différenciation PrestaShop et Shopify, pour faire assez court, Shopify, en fait, vous louez le pas de porte, alors que PrestaShop, vous êtes propriétaire. Donc, ce qui veut dire que non seulement vous êtes propriétaire, et en plus, vous pouvez
créer l'expérience que vous souhaitez. Donc, vous allez dans un niveau de customisation qui est bien plus élevé et surtout, vos données vous appartiennent. Donc, c'est un point qui est vraiment important et je vous invite effectivement à aller regarder l'article sur le journal du net sur le comparo, le benchmark Shopify et PrestaShop qui a été publié il y a peu de temps. En complément, au-delà des différences qu'il peut y avoir sur le SEO et finalement aussi, d'une certaine manière, la localisation de la solution, parce que nous, on est d'origine française, fermement européen, et donc on aide des entreprises partout en Europe et dans le monde à se développer. On est aussi en capacité de vous mettre en relation avec des acteurs et des solutions locales dans d'autres pays qui vont vous permettre de mieux adresser vos clients dans ces pays. Donc, il y a un vrai sujet aussi d'international qui fait partie des forces de PrestaShop. Tout à l'heure, on parlait beaucoup du e-commerce comme un sujet un bouclier pour la résilience des entreprises. Je pense que pour des entreprises comme les vôtres, PME, des ETI, il est important aussi d'avoir en tête que le e-commerce, le digital fera partie de vos stratégies de reprise et de croissance. Parce qu'il y a cet effet omnicanal dont on parlait tout à l'heure, mais parce que aussi ça vous permet d'avoir directement une échelle nationale et même internationale. Et là, PrestaShop vous accompagne dans cette internationalisation avec un logiciel qui est traduit dans plus de 75 langues, avec la mise en relation avec des experts qui vont pouvoir vous aider aussi à localiser votre site dans des nouveaux pays, avec également les bonnes méthodes de paiement, les bonnes méthodes de logistique locales dans ces pays, là où d'autres solutions ont plutôt un prisme nord-américain ou anglo-saxon. Le deuxième point clé, au-delà de cette dimension internationale, c'est que PrestaShop, c'est une plateforme open source, communautaire et ouverte. Je pense que dans vos entreprises, vous n'avez pas attendu ce webinaire pour développer des outils tech, en fait, ce qu'on appelait avant l'IT, etc. Donc, vous avez déjà des infrastructures logicielles qui existent. Et au-delà d'être propriétaire de votre boutique, propriétaire des données, vous savez où vous voulez les héberger, ce que disait Nicolas, il y a aussi un sujet d'ouverture et d'intégration de votre IT existant. De par l'open source et nos API, donc finalement nos synapses, ou en tout cas les endroits où vous allez pouvoir connecter vos logiciels que vous utilisez aujourd'hui avec le logiciel PrestaShop pour en faire le moteur de vos ventes et interagir avec votre ERP que vous pouvez déjà avoir, votre logiciel de caisse si vous en avez un, votre logiciel de compta, etc. Je ne vais pas tous les citer. Et ça, c'est intéressant aussi d'avoir en tête. Et enfin, comme je vous le disais, à l'international, mais aussi en France, vous avez un maillage en fait d'experts qui sont en capacité de développer votre boutique et de l'intégrer à votre environnement actuel. On a plus de 60 agences partenaires en France. Il y en a plusieurs dizaines d'ailleurs dans le Grand Quart Sud-Est dans lequel vous êtes. On a beaucoup d'agences dans la région lyonnaise étendue, mais pas seulement. Donc, c'est aussi un collectif d'experts qui vont pouvoir vous accompagner sur vos problématiques. Voilà, là où pour Shopify, on a beaucoup d'exemples de marchands qui vont être beaucoup plus petits, qui démarrent ou qui ont des usages particuliers comme le dropshipping. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Le sujet, c'est de vous dire que par rapport à vos problématiques, en tout cas, vous pouvez vous y retrouver très fortement dans la proposition de valeur de PrestaShop. Ravi Pascal d'avoir pu répondre à votre question. Peut-être qu'on peut enchaîner sur la question de Pascal en évoquant un petit peu ce que fait PrestaShop pour les PME et les ETI. Oui, bien sûr. C'est effectivement donc
là où nous, on va pouvoir vous accompagner avec notre écosystème de partenaires, d'experts, de solutions techniques, c'est donc vous permettre de développer la plateforme e-commerce qui va vous permettre de vendre en ligne en France, à l'international, et d'adresser au mieux vos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Ensuite, pour pouvoir aller plus loin, cette année, on a lancé différentes offres pour pouvoir accompagner justement des PME, des ETI. Et c'est en lien avec ce que disait d'une certaine manière Nicolas, c'est que vous avez besoin d'être accompagné par des experts du digital, et donc ça, on a à disposition donc ce réseau de partenaires agences qui sont des experts de PrestaShop et qui sont en capacité de vous accompagner comme ils ont l'habitude d'accompagner des entreprises en France. On va sur PrestaShop en France, au-delà du chiffre global de plus de 60 000 marchands, on va retrouver des acteurs qui sont dans une démarche de vente directe à leurs clients, comme ce qu'on appelle le direct to consumer, mais qui sont des fabricants de produits d'électroménager, par exemple. Je pense à Magimix. Vous connaissez sûrement aussi B.A.B.A. et Redcastle dans la puriculture. C'est des belles PME ou ETI françaises. Vous avez des acteurs comme Pylone, Café Coton, Figaret, qui ont des réseaux de magasins et qui digitalisent leurs ventes sur PrestaShop et qui sont aidés, accompagnés par ces agences. Vous avez des acteurs qui vendent aux professionnels. Je pense à Édouard Rousseau sur la robinetterie. Il y a plein d'exemples dans ce cas sur des sujets qui peuvent être proches du bâtiment, dans le CHR aussi, café, hôtel, restauration. On a de beaux exemples. En alimentaire, alors je citais Carrefour, mais pas que Carrefour l'enseigne, c'est aussi des entités de Carrefour, c'est aussi de l'épicerie. Donc on a ce collectif de marchands et qui est en fait assez bien ventilé sur les différentes tailles d'entreprises, notamment les PME et les ETI. Ensuite, donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui et ce qui vous permet de prendre conscience que d'autres l'ont fait. Pourquoi pas vous si vous n'y êtes pas déjà? Pourquoi pas le faire avec PrestaShop si vous y êtes déjà, mais vous posez des questions pour la suite. Et je ne cite pas des grands groupes type Danone, L'Oréal, Leroy Merlin, Auchan, Decathlon qui utilisent PrestaShop par ailleurs, notamment à l'international. Ce qu'on a lancé cette année, c'est différentes offres pour vous aider à adresser un sujet qui devient de plus en plus fondamental, c'est-à-dire la performance de votre site. Cyril l'a dit tout à l'heure, la plupart des parcours passent par le smartphone, par le mobile, par le téléphone portable de chacune de vos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et donc aujourd'hui, vous avez plus de la moitié du trafic, notamment sur Google, mais de plus en plus aussi de tous les sites qui passent par mobile. Et pour pouvoir être présent sur mobile et de plus en plus aussi remonter dans les recherches qui vont être affichées par Google, il va y avoir un indicateur qui va être clé, c'est la vitesse de chargement de votre site et son adaptation au mobile. Et donc, pour pouvoir permettre ça, vous avez besoin d'avoir un hébergement de qualité. Donc, on a lancé notre offre PrestaShop Platform pour vous aider à héberger votre site avec cette logique de performance et de pouvoir accueillir un trafic très important, pouvoir aussi permettre des pics de trafic en fonction d'opérations commerciales que vous pouvez faire. On va avoir aussi une offre de professional services, d'accompagnement de vous, de votre agence sur ces sujets de performance web liés à la vitesse de votre site, à son déploiement dans son environnement d'hébergement et également la possibilité de vous accompagner dans le temps avec un support dédié PrestaShop. Et encore une fois aussi la mise en relation avec nos agences pour vous accompagner. C'est pas notre travail de développer le site à vos côtés. En revanche, on est là pour vous apporter les bons outils et de l'expertise sur des sujets particuliers, donc notamment la performance web, donc qui est liée à cette vitesse de chargement, qui va avoir un impact sur votre référencement naturel, qui va avoir un impact sur l'expérience de vos clients, donc le référencement naturel aussi, parce que c'est comme ça que Google réfléchit. Plus l'utilisateur est satisfait, plus il va valoriser en fait ce que vous faites, et in fine aussi sur vos conversions, directement sur mobile ou sur ce qu'on appelle desktop, donc sur les ordinateurs fixes.
ou portable, et également sur tous les parcours qui amènent à la conversion. Donc, c'est un impact direct sur la conversion ou indirect via ces expériences sur les parcours. Aujourd'hui, si vous avez un temps de chargement ou un temps d'accès finalement à l'information ou au site, à vos fiches produits trop long, de la même manière que sur le parcours d'achat et donc de paiement, in fine, ça va avoir un impact très fort sur votre capacité à vendre en ligne et à garder vos clients. Donc voilà nos différents accompagnements pour cette année. Et la vision pour nous, c'est de pouvoir vous accompagner de plus en plus sur cette logique omnicanal et d'intégrer, et c'est déjà le cas, donc des fonctionnalités click and collect, etc. Ça, vous les trouverez déjà. On a différents partenaires aussi qui vous permettent de relier les ventes en magasin avec des systèmes de TPE ou de points de vente. Il y a aussi des connexions avec des logiciels de caisse, des ERP, des logiciels de compta, et continuer ce développement pour vous permettre finalement de déployer une plateforme omnicanal grâce à PrestaShop connectée à vos différents outils en ligne et hors ligne. Super, merci Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions spontanées parmi vous? Daniel Strazeri. Bonjour, nous venons de mettre en place notre site avec PrestaShop. Nous avons eu beaucoup de mal à classer les articles suivant notre logique. Et je pense, Daniel, qu'une partie de votre question manque. C'est bon, super. On peut se parler? Oui, bien sûr. Vous nous entendez? Oui, on vient de mettre. On est une petite société qui fabrique des barbecues dans la région lyonnaise, qui s'appelle Savy, S-A-V-Y. Et c'est une petite société qui allait mourir, qu'on a repris l'année dernière, qui a une jolie gamme. Et donc, on a fait appel à un prestataire pour installer PrestaShop. Lorsqu'on a voulu classer nos articles, lorsqu'on a classé nos articles, on n'arrivait pas à les classer d'une façon logique. Et on nous a dit que ce n'était pas possible. Et il a fallu beaucoup qu'on insiste pour qu'on arrive à trouver un système pour classer nos articles. Vous comprenez ce que je veux dire? On a tous nos articles, nos différents modèles de barbecue qui devaient se classer d'une façon logique, en fonction des accessoires, par exemple. En fait, on ne pouvait pas trop avoir la main sur le classement des fiches articles. On a eu beaucoup de difficultés. C'était soit par ordre alphabétique, soit par ordre numéraire, soit par ordre de mise en ligne. Et en fait, du coup, on s'en est vu terriblement. Et à la fin, du coup, le prestataire nous a trouvé une solution. On n'a pas bien compris comment, du jour au lendemain, la solution est apparue. Mais à la fin, on a pu classer nos articles. Mais on est resté des semaines de mise en ligne avec des articles pas rangés comme dans un magasin, quoi. On nous a même dit que c'était une option spéciale chez PrestaShop pour avoir le classement des articles. C'est juste? Non. Non. Alors, bon, on ne va pas forcément parler du prestataire en question. Là, on pourra revenir après. Vous pourrez nous dire le nom par ailleurs. On pourra voir si c'est un partenaire ou pas. Nos partenaires sont formés et experts de PrestaShop. On reste une solution utilisée par plein de personnes qui n'ont pas forcément le tampon d'expertise. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un grand site comme Brico Privé, comme Carrefour, shopping.carrefour.fr qui vient de sortir, comme Private Sport Shop, ou d'autres sites qui ont des catalogues avec des centaines de milliers, voire des millions de références, il y a bien un sujet de classement. On a aussi beaucoup de sites, par exemple, de pièces détachées automobiles. Je cite ces exemples parce qu'il y a des analogies par rapport à ce que vous pouvez vendre. Ils n'ont pas de problème pour classer leur catalogue. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être leur proposer de revenir vers nous pour qu'on puisse les former ou leur indiquer comment faire. Ou aussi, et Nicolas pourra vous passer ses coordonnées, vous mettre en relation avec les bons experts s'il y a un blocage avec votre partenaire actuel. Alors aujourd'hui, on a résolu le problème maintenant. Ouais. On a un autre petit détail. Il y a un tableau de bord chez PrestaShop où on peut voir notamment le nombre de visites, oui. Et qui ne correspondent pas du tout avec le nombre de visites qu'on a sur Google Analytics. Alors là, donc on a la réponse. Donc on a lancé en octobre dernier un outil qui s'appelle PrestaShop Metrics,
qui permet de piloter les différents indicateurs de votre business, de votre site e-commerce, et qui va aller prendre la donnée de Google Analytics, de différentes sources, aussi de votre back-office, parce que la vraie donnée e-commerce, en fait, finalement, elle est dans PrestaShop, puisque c'est là où on sait vraiment si la commande a bien été passée, si elle a été validée, etc. Donc pour Google Analytics, ça va être un proxy, une approximation de ça, donc pas les données de vente Google Analytics. Et donc toutes ces informations sont réunies au sein d'un outil simple d'usage que vous allez pouvoir mettre en œuvre sur votre PrestaShop. Et donc ça, je vous mets en lien le module en question, donc l'outil en question qui va vous permettre de régler. Alors, une autre petite remarque. Lors de la mise, auparavant, dans cette petite entreprise, il y avait un site vitrine, un simple site vitrine. Et là, donc, on vient d'installer PrestaShop et on s'est aperçu que nos positions de mots-clés avaient reculé. Alors, il vient d'être mis en route au mois de janvier, hein, c'est pas très vieux, mais les mots-clés ont reculé. Voilà. En fait, donc, on est assez déçus, je dirais, de la position aujourd'hui, parce que ce n'était pas le but recherché du tout. Alors, là-dessus, je vais pouvoir vous répondre. Sur la migration SEO, en fait, c'est à votre agence de faire les liens et de faire les liens de redirection des URL de l'ancien site vers le nouveau site. Donc, aujourd'hui, si vous avez perdu des positions, c'est très clairement de leur fait. Donc, à nouveau, ce qu'on a tendance à recommander, c'est de nous contacter pour être mis en relation avec des personnes qui connaissent PrestaShop, pour le coup, et qui sont en capacité d'éviter ce genre de déconvenus. La majorité aujourd'hui des agences certifiées PrestaShop n'ont absolument aucun problème à faire ce type de migration, et bien au contraire, ce qu'on constate, c'est des niveaux de position qui sont stables et par la suite une accélération puisque les sites sont mieux structurés. Alors, dans la mesure où on a utilisé l'ancien nom de domaine, on a hébergé le nouveau site avec PrestaShop, donc sous l'ancien nom de domaine. Normalement, on n'était pas censé bouger. Là-dessus, alors je vois qu'il y a plusieurs personnes sur la room. On va pas faire un SAV maintenant. Moi, ce que je vous propose, c'est de laisser votre adresse mail dans le chat et je vous recontacte dans la foulée. Super, merci. Alors, Pascal Thibault demande quel niveau d'autonomie faut-il posséder ou quel niveau faut-il posséder pour être en autonomie dans la création d'un site internet, d'un site e-commerce pour une 50aine de produits environ. La taille de catalogue est un élément important. Ensuite, est-ce que c'est de la vente aux particuliers ou de la vente aux professionnels? Quel va être le prix moyen des articles vendus? Quels sont les pays dans lesquels vous souhaitez vendre? Donc, tout ça sont des questions à vous poser. Alors, pour répondre à la question à Pascal, mais aussi à tous, en fait, de manière un peu plus large. La facilité de mise en œuvre ou la complexité, en fait, de la création d'une boutique en ligne ou de sa maintenance, c'est pas forcément seulement lié au nombre d'articles ou aux ventes. Il y a différents indicateurs qui vont être paramétrants. Si vous avez aussi des outils, donc je le disais tout à l'heure, des logiciels préexistants que vous souhaitez intégrer à votre site e-commerce pour que tout ça communique, ce qui est quand même l'objectif, plutôt que d'avoir des silos de données, de parcours, etc. Ça va aussi être dimensionnant sur le coût de la création de boutique, mais également, d'une certaine manière, sur le besoin d'accompagnement que vous pourrez avoir. Donc, si on parle d'un site e-commerce dans une 50aine de produits en B2B, quel niveau faut-il posséder? Écoutez, vous avez, je pense que ça va vous prendre quelques semaines avec des formations que vous pouvez retrouver auprès de nous, des professionnels de formation PrestaShop. Alors, vous retrouverez notre catalogue sur notre marketplace, avec aussi le support que vous pouvez avoir sur les différents forums de discussion, groupes Facebook, etc., ou avec des experts, qui soient freelance ou agence, en fonction de votre budget, et ensuite en fonction aussi de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Parce que l'autre point de complexité, c'est si vous avez un cahier des charges qui est
non standard, et la plupart des cahiers des charges le sont évidemment, et sur PrestaShop, le fait d'être open source vous permet beaucoup de flexibilité et une personnalisation quasiment à l'infini de tout ça. Ça va nécessiter plus de connaissances et d'expertise sur le logiciel. Donc, on peut monter une boutique PrestaShop en quelques jours, quelques heures, jusqu'à plusieurs semaines, ou ça peut être des projets de plusieurs mois pour des sites beaucoup plus gros. Pour 50 références, ça peut aller assez vite. Si vous souhaitez vous faire accompagner par un expert, de la même manière, vous pouvez laisser votre mail et Nicolas vous mettra en relation avec le bon expert. Il posera quelques questions pour pouvoir vous guider vers les bonnes personnes. Voilà, et en parallèle, je vais vous mettre les formations. Hop. Et tout ce qu'on peut. Il y a aussi une chaîne YouTube, etc. Il y a beaucoup de choses en ligne qui vous permettent de vous former sur PrestaShop. Peut-être que pour embrayer, on peut peut-être, je vous propose à tous deux options, et Alexandre et Nicolas, vous me direz ce que vous en pensez, mais on peut peut-être soit d'un côté parler, faire un petit peu le b.a.-ba de la stratégie e-commerce, les différentes étapes qu'il faut mettre en place pour déployer une stratégie e-commerce, ou alors, deuxième option, on peut, si vous le souhaitez, peut-être parler d'omnicanalité. Est-ce que l'omnicanalité, c'est devenu un enjeu important? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est devenu un enjeu important à la faveur de la crise sanitaire? Je pense que ça dépend de ce que vous préférez. Donc, à vous de voir. Et je rappelle aux participants qu'effectivement, on n'est pas sur un canal SAV aujourd'hui et qu'on est plus là pour échanger sur les bonnes pratiques. Bon, bah, en attendant les questions, on peut enchaîner sur les étapes clés pour réussir sa stratégie e-commerce. Je pense que c'est pour ça qu'on est tous là, et c'est bien en lien avec les premières questions et puis ce qu'on s'est dit avant. Évidemment, n'hésitez pas à me couper ou à poser vos questions et continuer dans le chat. Hein, on coupera et on y répondra directement. Donc, ce qu'on a l'habitude de dire chez PrestaShop pour finalement avancer dans sa stratégie e-commerce, on identifie 5 étapes qui sont essentielles pour réussir cette transformation. Ça revient aussi un peu à la question de Pascal. Finalement, oui, il y a un sujet de création de la boutique, ça peut être un peu technique, c'est la prise en main d'un nouvel outil. Ça reste un outil, hein, il faut aussi se le dire. Et comme tout nouvel outil, il y a une prise en main, mais celui-ci ou un autre. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que devenir e-commerçant, c'est d'abord être commerçant et ensuite utiliser un outil et un canal de distribution en ligne avec ses codes qui peuvent être différents des autres canaux de distribution, que ce soit en boutique, avec une force de vente locale, etc. Et la vente aux particuliers comme aux professionnels. L'étape numéro 1, c'est commencer par réfléchir à la meilleure manière de structurer votre offre. Ça, finalement, c'est une question qui se pose hors ligne comme en ligne. Finalement, pour pouvoir, soit parce que vous partez d'une page blanche, je ne pense pas que ce soit votre cas puisque vous êtes déjà des entreprises établies, mais pour en faire une boutique qui va être complémentaire de vos canaux de distribution existants. D'ailleurs, je dirais c'est un nouveau canal de distribution qui vient d'une certaine manière compléter et également amplifier vos autres canaux. Puisque c'est des canaux qui vont s'auto-alimenter. Le canal hors ligne, ou les canaux hors ligne et le canal en ligne. Et c'est important de savoir comment vous souhaitez structurer votre offre. Est-ce que c'est la même que vous avez en magasin ou offerte par votre force de vente? Est-ce que c'est une offre qui est différente? Qu'est-ce que vous mettez plus en avant en ligne? Et tout ça, ça peut être lié aux zones de chalandise que vous traitez.
plus locale avec vos magasins, avec vos forces de vente. Là, c'est une échelle nationale ou internationale. C'est aussi vous poser question de vos marges qui vont être différentes sur le canal e-commerce ou pas. C'est aussi vous poser la question de savoir si, j'espère que c'est le cas, de bien avoir en tête que le site e-commerce, c'est pas la énième boutique ou le énième canal, c'est quelque chose qui va bien compléter le reste et amplifier le reste. Donc, étape numéro 1, réfléchir à la meilleure manière de structurer votre offre en ligne. Une fois que vous avez fait cette étape, donc ça recoupe aussi avec les questions de Daniel pour BBQ Savvy. Donc oui, on peut bien structurer son offre en ligne et son catalogue sur PrestaShop. C'est d'ailleurs une de nos fonctionnalités de base, c'est de permettre à des marchands de créer un catalogue en ligne et de gérer leurs commandes. La deuxième étape, c'est de structurer votre site. Pour qu'il soit bien aligné avec l'identité numérique que vous souhaitez avoir, l'identité de votre entreprise, de votre marque, et construire le catalogue produit sur votre site et que la structure du site reflète bien la structure de l'offre que vous souhaitez présenter. Donc, le point 1. La structure du site, elle va être sur l'entrée, donc la page de garde, ce qu'on appelle la home page, la page maison de votre site, et puis ensuite l'arborescence de vos catégories, sous-catégories, etc. Le lien entre les produits, et puis surtout le tunnel qui va amener vos clients, vos prospects, à devenir des clients et à acheter. Et donc, dans la structure de votre site, vous avez des éléments d'identité, mais vous avez aussi des éléments importants pour la conversion, pour justement passer à l'acte d'achat. Et donc, le tunnel de paiement, il est clé. Donc, ça va avoir un incident sur le choix des paiements, éventuellement aussi des options de livraison que vous donnez. Il y a tout un sujet aussi de réglementation avec les mentions légales, les conditions générales de vente, les CGV, et puis la gestion de ce qu'on va avoir en ligne et ce qu'on n'a pas en ligne pour le coup, ce qu'on appelle les cookies, le RGPD, donc toute la gestion des données en fait qui vont être captées par votre site et qui doivent être alignées avec la réglementation européenne et française. Et ça peut varier d'un pays à l'autre. Ensuite, mais tout comme vendre dans un nouveau pays, hors ligne aussi, vous serez soumis à une réglementation qui va être différente en fonction des pays. Ensuite, il y a évidemment l'ajout de fonctionnalités type CRM, la gestion de vos clients, la gestion des stocks qui vont vous permettre de structurer votre site. Voilà, donc étape 1, structurer votre offre. Étape 2, structurer votre site. Étape 3, apporter du trafic à votre site. Et c'est ça qu'on oublie parfois, c'est qu'on va se focaliser sur un investissement pour construire la boutique ou refondre la boutique ou la migrer vers une nouvelle techno. Mais il y a aussi évidemment tout un sujet marketing autour de la boutique. Quand vous prenez un pas de porte dans une rue commerçante, ça va être variable en fonction de l'emplacement. Ça peut être un emplacement 1 étoile, ça peut être un emplacement 1, 2, etc. Plus c'est loin de la rue commerçante principale, la plupart du temps. Une fois que vous avez ça en tête, c'est la même chose en ligne, en fait. Et là, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Il y a évidemment tout un sujet autour du référencement naturel, le SEO, Search Engine Optimization. Vous avez un sujet de stratégie marketing digitale payante, donc les campagnes payantes sur les moteurs de recherche comme Google, mais vous avez aussi sur les comparateurs, sur Google Shopping, sur du mailing. Ça peut être aussi étendu aux réseaux sociaux qui deviennent des places de marché où vous pouvez de plus en plus acheter ou présenter votre offre. Il va y avoir une découverte, mais aussi de la conversion sur l'Instagram, du Facebook. Ça dépend beaucoup des produits que vous vendez, hein, évidemment. Et comme le disait Nicolas, il y a aussi au-delà de la structuration du contenu d'un point de vue technique, référencement naturel, il y a aussi le contenu en lui-même, en fait. Que ce soit des conseils, des tutos, de la vidéo, des photos, tout ça va être important pour pouvoir remonter donc, sur le référencement naturel. Et également aussi assurer la conversion parce que finalement vos clients vont être guidés, vont être assurés, vont être en confiance parce que c'est aussi ça que vous pouvez exprimer en ligne, tout comme vous les accompagnez quand ils entrent dans votre boutique ou quand votre force de vente va à leur rencontre sur le terrain et donc ça va être enrichi par des notes, des avis clients, un chat donc, avec vos futurs clients qui vont être dans leur processus d'achat ou même après pour du SAV.
Donc, assurer le trafic et la visibilité du site, et finalement l'interactivité aussi avec les prospects et les clients. Étape numéro 4, c'est de penser sa stratégie marketing, non pas seulement pour l'acquisition de trafic, mais d'aller plus loin, et de la penser au global. Et donc là, on va être un cran plus loin. Donc, on a parlé d'acquisition de trafic, de sujets de conversion, mais on va aller aussi plus loin sur la conversion. Dans quelle mesure vous faites ce qu'on appelle de la cross-fertilisation, des ventes croisées. Sur vos fiches produits, vous affichez les produits qui vont être complémentaires à ceux qui sont affichés dans le parcours d'achat aussi. Donc ça, vous le voyez, hein, pour les particuliers. Pour les professionnels, ça peut être la même chose également. Vous allez aussi penser à la complémentarité donc du site e-commerce avec vos autres canaux. Bien afficher les horaires d'ouverture, la localisation des boutiques sur le site, tout comme sur les plateformes qui sont une sorte de page blanche en ligne, hein, Google My Business et page Facebook, etc. Donc ça, c'est important aussi d'y être présent, mais aussi d'afficher évidemment ces informations sur vos sites. Notamment pendant le confinement, ça donne lieu à des bandeaux, par exemple, pour assurer vos clients sur le fait qu'il y a bien le click and collect possible dans votre boutique, qui sera ouvert de telle heure à telle heure. Là, pour les boutiques qui malheureusement sont fermées parce que jugées non essentielles, pour tous vos business, c'est aussi l'occasion de communiquer sur le fait que pour retirer des commandes, la boutique est encore ouverte avec cette logique de click and collect. Quand on parle de complémentarité en ligne, hors ligne, on va aussi parler des parcours pour aller en magasin depuis le digital, donc click and collect ou le book and collect. J'achète ou je réserve en ligne et je vais chercher ou acheter en magasin. C'est aussi la possibilité de se faire livrer les produits, donc d'avoir un parcours e-commerce classique, mais aussi de les retourner en magasin. Donc, c'est toutes ces logiques qui sont importantes d'avoir en tête avec les notions de parcours. Alors, tout ça, quand vous n'y êtes pas, ça peut paraître assez complexe. Démarrez par les cas d'usage principaux. Les clients, vous les connaissez. Vous savez quand ils viennent dans vos boutiques, vous savez pourquoi ils viennent dans vos boutiques, etc. Démarrez par des choses concrètes que vous pouvez activer. Le click and collect, c'est activable facilement, si tant est que ce soit un cas qui vous intéresse et qui intéresse vos clients. Et le sujet, c'est pas de tout avoir d'un coup, c'est petit à petit enrichir ces parcours et de construire votre stratégie omnicanal au bon rythme, en tout cas de démarrer. Et un dernier point lié à ça, ça va être aussi les promotions. Ça peut être le marketing, Cyril en parlait, hein, des campagnes de marketing payant pour attirer du monde qui vont voir ces campagnes en ligne vers vos boutiques. Ça peut être aussi des promotions, des bons d'achat, etc., qui vont soit être activables sur les deux canaux, soit passer d'un canal à l'autre. Vous achetez en ligne, vous avez un bon d'achat pour aller en magasin, etc. Puis il y aura des programmes de fidélité, mais en fait, le sujet, c'est de bien penser à un parcours complet, parce qu'aujourd'hui, le client, il n'en a rien à faire de vos silos, de vos canaux bien distingués, etc., avec des comptes de résultats peut-être liés ou des contributions séparées, ce qu'il veut. Et c'est le cas pour les particuliers, évidemment, déjà complètement. Ça va être le cas de plus en plus pour les professionnels, parce qu'ils sont aussi des particuliers, ils ont l'habitude d'une certaine expérience. Et donc, unifier ces parcours petit à petit, c'est important de l'avoir en tête, de lever ces silos. Et la dernière étape, justement, pour lever ces silos, c'est aussi désiloter finalement votre chaîne d'approvisionnement, et notamment la gestion de vos stocks. Comment vous gérez vos stocks si on est dans une logique de click and collect? Vous pouvez avoir un stock central pour le e-commerce qui va le livrer, peut être éclaté ou centralisé, mais pour le click and collect, ça va être aussi éclater la boutique de retrait du produit, qui peut venir du stock central ou du stock le plus proche de la boutique, ou qui peut être pris dans la boutique en tant que tel. Donc il y a aussi un sujet de vinification des stocks que vous pouvez faire avec vos outils préexistants, que vous pouvez faire aussi à travers finalement l'analyse des tendances de saisonnalité que vous connaissez, un inventaire régulier. Ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques du commerce ou de la vente, et pas seulement du e-commerce. Et finalement, mettre des rappels ou des alertes à partir du moment où vous atteignez en fait le stock tampon dans la boutique, et potentiellement afficher ça aussi sur votre site. Et PrestaShop vous permet de le faire
également par ailleurs sur ce sujet de gestion des stocks. Voilà, donc 5 étapes. Structurez votre offre, structurez votre site, acquérir ou en tout cas développer les leviers pour amener du trafic sur votre site, s'assurer de la conversion, de l'engagement et des parcours les plus unifiés possibles, une expérience unifiée, et puis vous assurer que vous avez les stocks à mettre en face de vos clients. C'est la 5e étape. Ça, c'est ce qu'il faut faire idéalement. Après, dans la pratique, ça se fait pas à pas. C'est des points de repère que je vous donne là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des erreurs qui sont évitées. La première, je vous l'ai donnée déjà, c'est de ne pas sous-estimer l'investissement de la présence en ligne. Il y a la construction du site, il y a sa maintenance, mais il y a aussi évidemment les coûts marketing, les coûts humains aussi, d'opération, de formation, etc., qui en prend en compte. C'est un canal de distribution à part entière. Et il y a eu beaucoup de messages comme quoi on pouvait lancer sa boutique pour quelques centaines d'euros, etc. Ok, le e-commerce, c'est un métier, c'est un des métiers du commerce. Pour ceux qui vendent d'entre vous, et je pense que c'est pour tous le cas, ça suppose des ressources et des ressources qui soient à la hauteur de vos ambitions aussi par rapport à ce nouveau canal et à ce que ça peut avoir comme effet de halo sur vos autres canaux. La deuxième erreur à éviter, je vous l'ai dit aussi, c'est important de se le rappeler, c'est de ne pas considérer le site e-commerce comme le énième canal ou la énième boutique. C'est beaucoup plus que ça. C'est un outil de découverte de votre offre sur les smartphones, donc sur des ordinateurs aussi. C'est un outil de conversion pour acheter. C'est un outil aussi qui va amener du trafic dans vos magasins pour retirer les achats, potentiellement pour les rendre aussi. Donc, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, c'est important d'avoir en tête cette problématique-là. Et le e-commerce, dernier point, c'est vous allez pouvoir dépasser votre zone de chalandise actuelle ou finalement votre zone de confort géographique. Donc, pensez à l'international. On a une entreprise, d'ailleurs, qui est dans votre région, à Vendôme, qui s'appelle Racer Gloves, donc qui fait des gants pour le ski, pour la moto, etc. C'est une PME, plusieurs millions de chiffre d'affaires, qui a développé sa boutique en ligne sur PrestaShop et qui part à l'international grâce à PrestaShop. C'est pas grâce à PrestaShop, c'est grâce à l'outil e-commerce qui vous permet d'adresser en fait des clients en dehors des frontières. Et donc, c'est important de faire voyager vos produits à une époque où les frontières peuvent être fermées. Et pour les faire voyager, il va falloir localiser aussi. Et donc, on revient sur des sujets de contenu localisé, de traduction, mais aussi et surtout de méthodes de paiement, de méthodes de livraison. Voilà, moi, si j'ai un objectif à travers cet échange, c'est que vous ayez en tête que le e-commerce, c'est du commerce. Et malgré tout, ça reste quelque chose de très local dans la manière d'adresser ses clients. Même si je vous parle d'international, il faut que pour le client s'y retrouve dans sa manière d'acheter ou de se faire livrer. Et donc, c'est important aussi de pouvoir localiser cette offre dans ces pays et on vous permet de le faire. Alors, un site vitrine existant et un nouveau site e-commerce en parallèle peuvent-ils faire bon ménage? C'est une très bonne question. Mais je pense que Nicolas, tu dois avoir des exemples en tête. On en a beaucoup. Si vous prenez l'équipe.fr, la boutique de l'équipe est sur PrestaShop, l'équipe.fr ne l'est pas. Mais je te laisse développer. Ouais, tout à fait. En fait, la question, c'est qu'est-ce que on va retrouver sur ce site vitrine? Est-ce que c'est juste au final du contenu? Donc, on a le cas, par exemple, avec des sites comme Nature Bois Concept. Nature Bois Concept, en fait, ils ont une partie communautaire, une partie blog, et effectivement, ils ont développé leur boutique a posteriori. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'à un moment donné, en fait, ils ont la volonté de tout intégrer au sein d'une seule et même plateforme. Et aujourd'hui, forcément, PrestaShop vous permet de faire ce type d'intégration. Donc, le site vitrine, oui, très clairement, on peut en avoir un à côté du PrestaShop. La seule question, c'est vraiment quelle est sa fonction. Est-ce que c'est uniquement de l'édito?
Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que vous souhaitez amener? Et à un moment donné, peut se poser la question de la fusion entre les deux. Et si c'est le cas, écoutez, aujourd'hui, on embarque plus de 6000 modules sur notre place de marché qui nous permettront justement de faciliter la migration de l'un vers l'autre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je pense que j'espère que vous avez pu déjeuner ou profiter de ces échanges en déjeunant. Pour ceux qui y vont, bon appétit. À tous, merci beaucoup pour votre participation. C'était intéressant de voir vos questions et vos retours en live. Pour aller plus loin, on peut se retrouver sur les réseaux, LinkedIn pour moi en particulier. Et encore une fois, si vous souhaitez que l'on vous recontacte, vous pouvez aussi, suite à cette session, ou là dès maintenant dans le chat, mais sinon plus tard, passer l'information aux organisateurs de l'événement qui seront une joie de nous mettre en contact. On n'y manquera pas. Merci vraiment, Aloïs, Nicolas et Alexandre. Hein, merci pour tous ces échanges. J'espère que tout le monde a pu avancer en tout cas, se lever les freins. C'était le but de cette session. Et effectivement, on reste à votre disposition par les mails qu'on vous envoyez. Vous avez nos contacts, votre chargé d'affaires et également là, sur le chat, vous pouvez mettre vos coordonnées s'il y a besoin de plus d'informations. Merci à tous. Et excellente. Merci Aloïs, merci Nicolas. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir.